La bataille d'Alger, un affrontement devenu mythique entre parachutistes français et combattants algériens, est sans doute la matrice incontournable de tous les mouvements révolutionnaires des dernières décennies. 50 ans après, il est peut-être temps d'essayer de poser un regard lucide et parfois contradictoire sur des événements qui ont sans doute changé le cours de l'histoire. Algérie, 1956. La guerre s'enlise dans les Djebel. Une guerre qui n'osera jamais dire son nom et qu'on s'obstinera jusqu'à la fin à qualifier pudiquement d'opération de maintien de l'ordre. Sur le terrain, les combattants de l'armée de libération nationale, peu nombreux, mal armés, sont sévèrement battus en brèche par l'armée coloniale française. Dans les cœurs et dans les consciences des Algériens, c'est une autre histoire. Une répression impitoyable mais terriblement efficace s'est abattue sur les populations civiles en réponse aux exactions du FLN. Des opérations de quadrillage intensif qui permettent d'arrêter les paysans soupçonnés d'apporter leur aide aux Félagas. Pourtant, à cette époque, une grande partie des musulmans est encore hésitante. Pris entre le marteau-pilon de l'armée et l'enclume du FLN, les paysans aspirent plus à la paix qu'à l'indépendance. L'indépendance, pour eux, c'est encore un mot bien abstrait. D'autant plus abstrait qu'à l'intérieur même du FLN, plusieurs courants s'affrontent. Et le courant islamiste dur fait payer cruellement les manquements à la loi coranique. Nez tranché au rasoir pour les fumeurs ou pour les buveurs, exécution sommaire pour ceux qui fréquentent des femmes de mauvaise vie. Ce sont pourtant les excès de la répression militaire, soutenus activement par les ultra-européens de la Main Rouge, farouches partisans de l'Algérie française, qui vont faire basculer les musulmans du côté du FLN. Les 500 Félagas à l'origine de la rébellion du 1er novembre 1954, ceux qu'on appellera plus tard les fils de la Toussaint, sont maintenant plusieurs milliers. La révolte gagne même Alger. Le 16 mars 1956, un garage est incendié en plein centre-ville, un coup de tonnerre pour la population européenne. Même à Alger, on n'est plus en sécurité. La confusion règne. Une confusion accentuée par les déclarations hésitantes du gouvernement centre-gauche de Guy Mollet. La France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Mais elle n'acceptera jamais non plus que les musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d'origine européenne. La France n'abandonnera jamais l'Algérie. Au début du mois d'août 1956, le congrès de la Soumam réunit les chefs historiques de la rébellion qui décident de porter la guerre dans le cœur même d'Alger. En plus des 4 grandes régions militaires, Grand Alger, Oran, Constantine, Aurès, est créée la zone autonome d'Alger, dont le responsable politique sera l'Arbi Ben Midi, théoricien de la guérilla, et le chef du service action, Yassef Saadi, un enfant de la Casbah. J'étais parmi ceux qui ne voulaient pas faire d'Alger, à l'instar de Saïgon en Indochine, une ville calme pour ravitailler tout simplement les maquis. Il fallait faire de l'action ici. Le plus important, c'était dans la ville, tout simplement, parce qu'un pétard en ville, ça équivaut à une embuscade dans le maquis. Les ambassadeurs, l'administration, tout le monde était dans Alger, donc tout se sait ici. Effectivement, les Européens partisans de l'Algérie française furent très vite au courant des projets de Yassef Saadi. Si bien qu'à Alger, le contre-terrorisme précéda même le terrorisme. Le 10 août 1956, les extrémistes fascisants de la Main Rouge déclenchaient le terrible attentat de la rue de Thèbes au sommet de la Casbah.
Un bilan effroyable. 16 morts, des dizaines de blessés, parmi lesquels de nombreux enfants. Et tout le monde s'est soulevé à la Casbah pour descendre dans la ville européenne, essayer de se venger, même avec des coups de poing, matraque ou n'importe quoi. Et nous, ça ne nous arrangeait pas, parce que si la population de la Casbah descendait dans la ville européenne, il y aurait eu des heurts, et l'armée, comme elle est à côté, elle est pour le pied noir, la police, etc., on aurait eu beaucoup de morts. Alors on a essayé de stopper ces gens-là en leur disant retournez chez vous, c'est le FLN qui va vous venger et on vous le promet. Pour rassurer la population musulmane, et plus particulièrement celle de la Casbah, pour lui prouver que le FLN est capable de venger ses martyrs, Larbi Ben Midi et Youssef Saadi décident alors de déclencher une série d'attentats à la bombe dans les quartiers européens d'Alger. Il fallait tenir parole. Et on a décidé la date. Le 30 septembre, j'ai dit, il ne faut pas que ça aille plus loin, il faut le faire vite. 10 août, septembre, la population, elle va croire en nous. Alors on a constitué une équipe. D'abord, Ali Lapointe, un jeune souteneur dont il fera son adjoint et qui deviendra plus tard, bien après sa mort tragique, l'icône de la Casbah. Mais il fréquentait les voyous, ça c'est sûr. Mais dès l'instant où il a été à l'école du FLN en prison, il s'est juré de s'engager et c'est comme ça qu'il est devenu un maître de la guérilla. Ensuite, le jeune Taleb, un étudiant en chimie qui va se charger de la fabrication des bombes. Il fallait des chimistes. On nous a signalé Taleb Abderrahman qui était au maquis. C'était mon beau-frère qui me l'a signalé. On l'a fait venir. On lui a expliqué tout ça. Il a dit immédiatement, moi je suis volontaire, c'est pour mon pays, etc. Mais je pose une question aussi. Il a été honnête quand même. Il m'a dit, est-ce que on ne touche pas les civils avec ça, hein? J'ai dit, j'ai pas... Il m'a dit, c'est pour les militaires. C'est-à-dire, j'ai compris qu'au fond de lui-même, il voulait fabriquer cette bombe, mais l'utiliser contre les militaires. Et pourquoi couper les bras ou les jambes de quelqu'un? Mais malgré tout, il a accepté quand même. Enfin, Youssef Saadi recrute tout un groupe de jeunes filles, pour la plupart des étudiantes politisées et sympathisantes de la cause. Jamila Bouireb, Jamila Bouadza, Zora Drif et Daniel Mine sont jolies, et leur physique leur permet de passer pour des Européennes. Elles seront agents de liaison et poseuses de bombes. Il y avait plusieurs tendances dans la zone autonome. Il y avait des groupes qui essayaient de faire des attentats qui aient une résonance, une répercussion, mais en évitant les victimes civiles. Et puis, il y en avait qui disaient que s'il n'y avait pas de victimes civiles, ça n'aurait pas d'effet suffisant. Hein. Certains communistes d'origine européenne ne comprenaient pas qu'on puisse déposer une bombe n'importe où, faire un attentat n'importe comment. Moi, je n'approuve pas, mais je comprends. Très vite, la tendance dure de Youssef Saadi prend le dessus. 2 attentats à la bombe, le 30 septembre vers 18 h, dans des cafés à la mode d'Alger, le Milk Bar et la cafétéria, frappent de stupeur les milieux européens. Le bilan est effroyable. 2 morts et près d'une centaine de blessés, dont beaucoup seront amputés.
À la suite de ces attentats meurtriers, une véritable psychose s'est abattue sur Alger. Une psychose aggravée dès le 14 novembre 1956 par l'affaire Yveton. Fernand Yveton, un militant communiste qui avait accepté de poser une bombe dans l'usine à gaz pour laquelle il travaillait. Si cette bombe-là avait explosé, elle aurait sans doute causé des centaines de morts à Alger. Cette bombe, c'est une institutrice française mariée au dirigeant communiste Abdelkader Guerrouch qui l'avait apportée à Yveton. Les bombes du FLN, au début, elles étaient grosses comme un paquet. Elles étaient placées d'ailleurs dans un emballage de chaussures pour hommes, qu'elles remplissaient à peu près, enfin, en longueur. Et elles étaient très mal faites. Elles avaient comme réglage, comme réveil, quoi. Pour ce qui devait déclencher la bombe, c'était un réveil matin jazz, de marque jazz, je m'en rappellerai. Et le réveil matin de marque jazz, il faisait tic-tac, tic-tac. Le tic-tac était trop bruyant. Et un des ouvriers, qui déjà suspectait Yveton, est immédiatement, enfin, il s'est rapproché, il a entendu le tic-tac, et il est immédiatement allé alerter les responsables, puis la police. Il a été vendu. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que beaucoup n'ont pas accepté que la bombe explose dans l'usine à gaz. C'est tout Alger qui allait. Je m'inscris en faux contre cette histoire de dénonciation. Et cette histoire de dénonciation, malheureusement, a été reprise par Yassef Sadi, qui était mon chef. Bon, c'était mon chef. Mais s'il a repris ça à son compte, c'est triste. Ça ne fait pas tic-tac. C'est dans un boîtier. Dans un boîtier, on n'entendait absolument rien. Et la légende veut que quelqu'un est passé, il a entendu tic-tac, tic-tac, ah, tic-tac, et il a prévenu la police. La connerie. Quoi qu'il en soit, l'exécution de Fernand Yveton, guillotiné quelques semaines plus tard, ne suffira pas à calmer les esprits surchauffés dans une ville d'Alger à bout de nerfs. Le mois de décembre, il y a eu 96 attentats. C'était le mois où il y a eu le plus d'attentats. L'exaspération des milieux européens est portée à son comble par l'assassinat en pleine rue, vraisemblablement par le FLN, du notable musulman Amédée Froger, partisan de l'Algérie française. Ces obsèques donnent lieu à des émeutes et à des ratonnades que le pouvoir civil est impuissant à maîtriser. Il est clair que l'administration et la police sont désormais incapables d'assurer le maintien de l'ordre. C'est là où l'armée a profité pour prendre le pouvoir. Quelques jours auparavant, le général Massu et la 10e division parachutiste venaient de débarquer à Alger, de retour de leur expédition au canal de Suez. Les paras éprouvent une certaine amertume. Une fois de plus, ils ont le sentiment d'avoir été frustrés d'une indiscutable victoire militaire par le pouvoir politique. À Alger, le gouvernement français et son ministre résident Robert Lacoste sont acculés. La ville est à feu et à sang, et en prévision de la présentation de la question algérienne à l'ONU, le FLN a décidé d'organiser une grève générale. Alors, le 6 janvier 1957, le gouvernement transmet au général Massu les pleins pouvoirs pour le maintien de l'ordre à Alger. Désormais, et bien qu'il ne l'ait pas vraiment souhaité, les paras sont maîtres de la ville. La montée du péril en fin d'année 56, l'extension du terrorisme, face à laquelle les moyens civils à la disposition de M. Lacoste se révèlent, sinon totalement incompétents, du moins d'une compétence insuffisante, puisque M. Lacoste craint d'être débordé, en particulier au moment de la menace de grève générale, brandie par le FLN comme son atout majeur. Alors à ce moment-là, il considère qu'il risque d'être débordé, sans doute, et il fait appel à l'armée. Pour contrer la grève du FLN, Massu organise un quadrillage intensif de la Casbah, considéré comme le centre névralgique de la rébellion.
Donc les parachutistes ont reçu l'ordre de trouver cette rébellion. Alors, en liaison avec Massu, tous les connaît le parachutiste, on a coupé la ville en morceaux, on a pris chacun une partie, et puis très vite, on a fait des enquêtes policières, ce que j'ai appelé moi un travail de flic, que je n'aimais pas, parce que le parachutiste est fait pour se battre en plein jour ou en pleine nuit, mais pas faire le travail policier, c'est pas son rôle, ça. Au cours d'une opération massive préparée dans le plus grand secret, la vieille Casbah a été verrouillée par 7000 hommes pendant que, sous la surveillance d'un hélicoptère, les forces de police fouillaient la ville arabe aux 1000 ruelles, maison par maison. D'importants stocks d'armes ont été saisis, une imprimerie clandestine découverte et près de 500 arrestations opérées. Parmi les suspects, on compte plusieurs chefs terroristes. Alger respire. Alger ne va pas respirer longtemps. Pour Youssef Saadi, il est essentiel que les attentats continuent jusqu'à la grève. Il faut montrer à la population de la Casbah que malgré le quadrillage, malgré le nombre des arrestations et l'ampleur de la répression, le FLN est toujours présent. Le 26 janvier 1957, 3 bombes éclatent dans 3 cafés parmi les plus fréquentés de la ville européenne. La cafétéria, le Cocardi et l'automatique. La bombe de l'automatique, c'était Daniel Mine. On a déposé la bombe de l'automatique. C'est un café qui était près de la faculté et qui servait de lieu de réunion aux étudiants qui étaient pour l'Algérie française. Il fallait les mettre au sous-sol, aux toilettes, et elles devaient exploser rapidement. Et il y a eu malheureusement une jeune femme blessée. L'attentat qui a fait beaucoup de victimes, c'est le Cocardi. La bombe du Cocardi, c'était Jamila Bouazza. J'ai dû traverser le bas de la Casbah et sortir la bombe de la Casbah pour pouvoir venir la mettre au Cocardi. C'était un jour d'affluence. C'était une petite bombe qui était toute petite comme ça, que j'ai posée sur le guéridon, c'est tout. Bilan, 4 morts, plus de 50 blessés. 2 jours après, le 28 janvier 1957, c'est la grève générale à Alger. Si le FLN a choisi cette date pour appeler la population musulmane à une grève insurrectionnelle de 8 jours, c'est pour influencer l'ONU, qui doit débattre au même moment de la question algérienne. Les musulmans étaient terrorisés. Il y avait des structures, c'était très noyauté, l'ordre de grève était donné. Donc, ils étaient contraints de faire la grève. Sinon, ils étaient supprimés, eux ou leurs familles. Dans la Casbah d'Alger, les forces du général Massu, chargées de la sécurité, ont, dès le premier jour, lancé des sommations aux commerçants dans ces ruelles où la rébellion a cru trouver un asile impénétrable. Partout où ces sommations se sont montrées inutiles, les parachutistes ont levé les rideaux de fer et ouvert les magasins fermés en laissant un garde à la porte. Aucune activité ne s'est trouvée arrêtée. Et le nombre des grévistes s'est amenuisé chaque jour. La grève du FLN n'a abouti qu'à un échec. Non, ce n'était pas un échec. Ça a été difficile. La grève des 8 jours nous a apporté beaucoup de problèmes. Parce qu'on a arrêté les gens, parce qu'on a tué beaucoup de gens, mais ça a fait connaître la cause algérienne au monde. Donc la grève a été à 100% positive pour nous, malgré les dégâts qu'elle a pu causer. Elle a certainement soudé le peuple de la Casbah. Et à partir de là, on a commencé à nous considérer, à nous écouter, à venir voir ce qui se passait un peu en Algérie. Oui, ça a été... pour moi, c'est un succès, un peu difficile avec mais c'est un succès. Pourtant, dans la Casbah, les paras de la 10e DP sont désormais maîtres du terrain. Appliquant les méthodes d'action psychologique apprises en Indochine, ils multiplient les interventions de propagande avec musique, distribution de vivres et slogans appropriés. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté... Pour le FLN et pour Youssef Saadi, il est indispensable de reprendre en main la population musulmane. Et pour ça, de frapper un grand coup. Ce grand coup, ce sera l'attentat du stade municipal d'Alger,
le 10 février 1957. La bombe du stade municipal, c'était Jouar Akrour. Nous avons été au stade municipal. J'étais accompagnée de Rahal Boualem, qui a été exécuté en février 1957, à l'âge de 19 ans. Et nous avons déposé la bombe et nous sommes sortis. Ça a marché très très bien. Les gens jubilaient. Ils ont dit le FLN n'est pas mort. Contrairement à ce que disait l'armée, le FLN est détruit, le FLN, etc. Voilà le FLN. Alors les terroristes qui posaient des bombes à Alger, dans les réverbères, dans les cafés, dans les salles de cinéma, et dont l'éclatement provoquait la mort de beaucoup de femmes et d'enfants, vraiment, nous pensions que c'était des salopards. Sans aller sans doute jusqu'à penser que les terroristes du FLN étaient des salopards, les sages du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont apparemment pas influencés favorablement par cette nouvelle vague d'attentats. Et le ministre des Affaires étrangères français, Christian Pineau, revient triomphalement des États-Unis. Finalement, la motion qui a été votée a été très bonne pour la France, en ce sens qu'elle n'a pas reconnu la compétence de l'ONU dans les affaires intérieures françaises, qu'elle a simplement recommandé une solution pacifique, démocratique et juste, ce qui est exactement ce que propose le gouvernement français. Une solution pacifique, démocratique et juste. Était-ce vraiment l'enjeu de la lutte sans merci qu'allaient se livrer dans les ruelles de la Casbah les parades massues et les terroristes de Youssef Saadi au cours de ce qu'on allait appeler, un peu pompeusement sans doute, la bataille d'Alger? Le mot bataille est peut-être un peu excessif en fonction de la situation et du déroulement de cette affaire, qui n'a pas été strictement une bataille militaire telle qu'on les connaît, telle qu'on les dénomme habituellement, mais qui a été un ensemble d'actions autant humaines que policières auxquelles le comportement du FLN nous a obligés. La bataille d'Alger, au fond, c'est une bataille policière. Nous sommes heurtés à Alger, nous l'avons su par la suite, à une organisation subversive d'une importance énorme. Dans la Casbah d'Alger, il y avait 1500 terroristes armés, appuyés par une population de 5000 qui leur aidaient par les renseignements et tout. Alors nous avons commencé à dresser une carte de l'organisation FLN. Et là, nous avions donc le responsable d'Alger, qui était Ben Midi, ça on le savait, il était tout en haut de l'organigramme, Ben Midi, ensuite un certain nombre de responsables, et on arrivait comme ça jusqu'à la dernière cellule du dernier quartier d'Alger, avec le tueur, le percepteur d'impôts et le petit commissaire politique. Donc nous avions construit un organigramme, mais il était blanc, il était presque blanc. Il y avait simplement quelques noms. Et à partir de ces noms, il s'agissait pour nous de raccorder les morceaux, de remonter tous les maillons de la chaîne jusqu'en haut. Pour convaincre les paras d'accomplir ce travail de flic qui ne les enthousiasme guère, Bijard a une idée de génie. Il invente pour ces hommes la fameuse tenue camouflée, passée à la légende sous l'appellation de tenue Bijard. C'était la tenue des parachutistes, ce n'est pas moi, c'était la tenue des parachutistes. Nous avions la tenue camouflée, on appelait camouflée, comme actuellement beaucoup d'armées l'ont dans le monde. Regardez toutes les armées africaines ont la tenue camouflée. Bien sûr, j'avais donné à cette tenue une allure un petit peu au goût du jour, c'est-à-dire pantalon retaillé, casquette Bijard, tout était retaillé de façon à ce qu'ils fassent la guerre un petit peu en gentleman, qu'ils aient quand même beaucoup d'allure. Jour et nuit, les paras en tenue léopard quadrillent systématiquement la Casbah, qu'ils fouillent maison par maison, identifiant en quelques jours tous les habitants réguliers. Les guerriers étaient préparés par Trinquet, avec l'aide en particulier de la gendarmerie, qui s'est acquittée de cette tâche magnifiquement, je dois dire. Elle consistait à distribuer les différents quartiers d'Alger en îlots d'immeubles,
Et dans chaque immeuble, un responsable avec une fiche concernant tous les habitants de l'immeuble, sur laquelle le responsable devait noter les mouvements afférents à l'immeuble, les départs, les arrivées, etc. Les méthodes de Massu s'avèrent vite redoutablement efficaces. Découverte de caches d'armes et d'explosifs prêts à être utilisés, arrestation de suspects par milliers. Mais à quel prix? Vous voyez, lâcher 1500 parachutistes dans un quartier d'Alger. Arrêter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle heure, n'importe comment. Sans aucun contrôle de personne. Ça ne pouvait pas ne pas donner des bavures, comme les Massu, c'est lui le terme bavure. Bavure grave. Car se pose rapidement le problème de la torture, qui va gangréner d'une manière définitive le difficile débat sur les événements d'Algérie. Oui, mais enfin, encore une fois, la torture, c'est un grand mot. Il faut savoir ce qu'il y a derrière, quoi. On emploie, aujourd'hui, on emploie torture pour ceci, pour cela, du coup de pied dans les fesses ou de la gifle au plus affreux sévices. Alors, il faudrait savoir, quoi. Toutes les polices du monde utilisent des coups de poing dans la figure ou d'autres procédés. Bon, il s'agit de savoir jusqu'à quel point on peut aller. Moi, j'ai fait torturer, puisque je suis bien obligé d'utiliser ce mot-là parce qu'il n'y en a pas d'autre. J'ai fait torturer environ 1500 Arabes, mais je donnais comme condition à mes officiers de renseignement, que l'intégrité physique et morale de l'individu ne soit absolument pas touchée. Ils m'ont brûlé avec le chalumeau, ils m'ont frappé à coups de trousse, ils m'ont frappé à coups de bâton, ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel, et puis j'étais évanoui, je suis assis 48 heures. On a fait les mains comme ça, liées entre les jambes, puis on m'a allongé comme ça. On me mettait un chiffon sur la bouche, et puis avec un peu, on verse de l'eau. Et il y en a au pied, il dit quand tu veux parler, t'as qu'à lever ton doigt. L'urgence était telle, si on ne voulait pas que de nouvelles bombes sautent avant que nous les ayons trouvées, et les hommes qui les manipulaient en même temps, l'urgence était telle qu'il a fallu accepter, m'a-t-il semblé en conscience, qu'il a fallu accepter l'emploi de méthodes d'interrogatoire musclées. Les autorités à l'époque se sont indiscutablement saisies de l'occasion des bombes terroristes à Alger pour répondre de la même manière, en arrêtant de soi-disant suspects, en les torturant, en les obligeant à cracher, en vérité, soi-disant. Le tortionnaire s'humiliait lui-même, alors. Oui, le respect de l'homme dans tout ça. Hein. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes, on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors, à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoul parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. Bollardière paya sa franchise de 60 jours de forteresse, avant de demander à Massu d'être relevé de son commandement. J'étais navré d'être en opposition avec Bollardière, qui est un vieux copain, nous étions ensemble à la Flèche et à Saint-Cyr, et d'ailleurs je l'ai revu depuis, nous nous serrons la main, moi j'ai rien contre lui, mais enfin, la population demande d'être protégée, l'armée est faite pour protéger la population. Bon ben écoutez, dans certaines circonstances, l'armée est obligée d'employer des moyens qui ne lui font pas plaisir, qu'elle n'emploie pas avec joie. Le nombre et la crédibilité des témoignages sur la torture déclenchent en France la réaction indignée de nombreux intellectuels qui s'insurgent aux côtés de Jean-Paul Sartre, François Mauriac ou Pierre-Henri Simon contre des méthodes héritées directement des nazis et indignes de la République. Des méthodes dont la responsabilité était avant tout politique, bien avant d'être militaire. Germaine Tillon, héroïne respectée de la résistance, ne mâche pas ses mots. Il y a eu à Paris un ordre qui a été formulé de la façon suivante. Vous devez obtenir tel résultat et vous êtes couvert. Voilà comment les ordres sont donnés. Au nom du gouvernement, Guy Mollet proteste de sa bonne foi avec une maladresse gênée. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les 2 jours ou 3 jours qui suivent une arrestation que pour faire parler un coupable il soit torturé, ce serait intolérable.
C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. C'est un mensonge pur et simple. Appelez ça un mensonge, c'est rien d'autre qu'un mensonge. Il a menti, point. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme, chers à Guy Mollet et aux membres de son gouvernement, parmi lesquels François Mitterrand, on ne s'en préoccupait guère à la Villa Cézini. La Villa Cézini, un splendide palais mauresque, dont les sous-sols abritaient des cachots et des salles de torture, dans lesquelles furent interrogés et parfois exécutés des centaines de suspects. La Villa Cézini, qui reste encore aujourd'hui pour la population algéroise un lieu de cauchemar et de terreur, mais dont le gouvernement Guy Mollet se refusait à admettre jusqu'à l'existence, laissant aux militaires la responsabilité du sale boulot. Personnellement, moralement, je suis contre la torture, comme je suis contre le carnage de civils innocents. Et pour comprendre comment elle peut avoir lieu, il ne faut pas parler dans une chambre, dans une pièce calme et dans un pays en paix. Il faut se rendre compte ce que peut être une ville comme Alger pendant la bataille d'Alger, c'est-à-dire en 56, 57 et 58, où tous les jours des actes de terrorisme étaient commis, où tous les jours des enfants innocents mouraient, où des femmes étaient déchiquetées par des pièges, par des grenades, où des dancing le samedi après-midi sautaient, et où il y avait des 50-60 couples qui étaient déchiquetés. En face de ce spectacle, vous aviez des hommes chargés du maintien de l'ordre qui avaient entre leurs mains les responsables de ce terrorisme, qui ne voulaient pas parler. Et ils étaient tentés d'interroger durement leurs prisonniers pour essayer d'enrayer cette terreur épouvantable. Donc des états d'âme, nous en avions. Mais une mission, nous l'avions aussi. Nous avions une mission à remplir. Fallait-il démissionner, quitter l'armée? Je ne pense pas avoir perdu mon honneur en Algérie. Disons que j'ai perdu un peu de mon âme. En dépit des états d'âme de certains officiers, sur le plan strictement militaire, les méthodes musclées des paras se révèlent terriblement efficaces. Le calme est revenu dans la Casbah, les arrestations se multiplient, les attentats ont pratiquement cessé, et l'organigramme de Bijar et Massu ne cesse de se compléter. Grâce à la dénonciation d'un agent de liaison, le lieutenant Allais réussit même à décapiter la direction du FLN pour la zone autonome d'Alger. Ce sont deux prises importantes qu'ont faites à Alger en la personne de Cherki Hamida et surtout Ben Mridi Darbi, les parachutistes du général Massu. Les deux hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijar sont en effet des membres influents du FLN. Ben Mridi Darbi notamment, qui appartient au célèbre comité des 5. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Ben Midi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui dis « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je subodorais. Vous l'avez remis à qui? Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage, et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Qui lui a présenté les armes?
Moi, avec mon détachement, avec un petit détachement que Bijard a entériné. Et après? Après, il a disparu, il est parti. Il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Comment suicider? Il a été exécuté et ils sont allés à l'hôpital pour essayer de dire qu'il s'est suicidé par... Ça n'a pas marché et ils ont chargé aux Arès de le prendre. Et ils sont allés dans une ferme et ils l'ont pendu pour laisser la trace d'eux. Et ils ont dit Ben Mehdi, le lendemain, il s'est suicidé dans sa cellule. Il n'y avait pas cru. Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. Mais peut-être une petite idée sur la manière dont il est mort. Il est parti. L'étau se resserre autour du réseau de Yassef Saadi et de ses poseuses de bombes. Il n'a plus autour de lui qu'une vingtaine de militants, regroupés autour d'Ali Lapointe et de Jamila Bouhireb. Leur petit groupe se cache dans des maisons amies. Ils n'en sortent qu'habillés en femmes, dans l'espoir d'échapper aux patrouilles. Moi, dans 3 mois, je me tire. Et Jamila Bouhireb a couru pour nous rattraper et les autres, halte, halte, halte! Je me suis retourné, j'ai tiré. J'ai tiré sur eux et en même temps la balle a touché. Et c'est moi qui ai touché Jamila Bouhireb. C'est un accident.